entendons beaucoup parler du terme responsabilité, de RSE, d'éthique ou encore de morale en entreprise, que ce soit à propos des conditions de travail, des salariés, comme à propos des spéculations financières. Or, la question qui ne se pose pas, ou peu ou pas assez, c'est la question de la responsabilité à l'endroit de l'innovation. Question pourtant fondamentale, car à l'évidence, sans innovation, l'entreprise n'existe plus, elle périt, n'a pas de développement, et perdant évidemment tout avantage concurrentiel, comme le soulignait Joseph Schumpeter. Or, lorsqu'on regarde sur Internet, dans les bibliothèques, dans les revues, on ne peut que prendre note de l'absence de questionnement sur l'innovation et sa responsabilité. Et si la RSE aborde cet aspect de l'innovation responsable, les différents cadres et outils de la RSE ne concernent en pratique que très faiblement l'innovation. Cette problématique est en fait récente puisque cette notion, que l'on appelle l'innovation responsable, émerge au tout début des années 2000 avec la question de l'innovation technologique, non maîtrisée, autour notamment des nanotechnologies. La question s'est accrue récemment avec les différentes crises financières et économiques. L'idée qui est portée à ce moment, c'est que l'innovation a des impacts que nous ne connaissons pas lors de son lancement de l'innovation. Pour bien comprendre cela, il faut évidemment revenir sur ce qui fait l'innovation. Et comprendre en fait quoi? Comprendre l'intrication, l'articulation, d'une part avec l'innovation, d'autre part le progrès. Et depuis le XVIe siècle, les individus n'ont cessé de se concentrer tout le temps, en permanence, sur cette notion de progrès en tant que telle. À travers le lancement, le développement, le déploiement, la création des innovations, et ça quel que soit le secteur. L'enjeu, c'est toujours améliorer la vie, s'améliorer, améliorer de façon la plus large possible la conservation de la vie ou de son confort. Et ça se note de façon très claire, dès Descartes, qui spécifie que, je le cite, l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature, et qui en quelque sorte lance le XVIe siècle dans la course à la modernité. Et cette lancée se caractérise jusqu'à Nietzsche, qui annonce, je le cite, « l'humanité doit travailler continuellement à produire des individus supérieurs ». Qu'est-ce que cela veut dire? Tout d'abord, on n'a pas à comparer les périodes, ni les époques évidemment. À l'évidence, non plus, il s'agit de stigmatiser Descartes ou Nietzsche ou les autres. En même temps, on ne peut pas véritablement s'inscrire dans la continuité comme fondamentalement nous étions et consciemment ou inconsciemment continués. D'ailleurs, le rapport Brundtland, qui date des années 80, a spécifié exactement ça, en mettant en exergue tous ces aspects. La conséquence est directe pour les entreprises. Et les innovateurs qui aujourd'hui doivent articuler à la fois leur mission complexe, compliquée, de plus en plus compliquée, et trois axes fondamentaux qui ont été mis en exergue par Bernadette Bensaud-Vincent à propos de l'innovation responsable. Quels sont ces trois axes fondamentaux de l'innovation responsable? Eh bien, le premier, qui est sous forme d'une question, ou plutôt d'une remise en cause, une remise en question, du prisme unique de la réponse aux besoins des individus. Il est aujourd'hui fondamental de s'interroger sur la raison du développement d'une innovation. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a nécessairement une réponse. Et le marketing, qui est une discipline formidable pour détecter les besoins, doit s'interroger sur le fait ou non de répondre aux besoins qui sont détectés. Doit-il encore tout orchestrer dès lors que le moindre besoin est trouvé chez les individus et chez les citoyens? Le deuxième axe de l'innovation responsable, c'est l'incapacité manifeste des innovateurs à calculer, à prévoir l'ensemble des conséquences de leur lancement. Et cette incapacité est d'autant plus vive que dans le même temps, s'orchestre une course à l'innovation qui génère une prise de décision rapide, parfois même hâtive. Enfin, le troisième axe, l'apparition de nouveaux risques aux conséquences sociétales, aux retombées quotidiennes sur les modes de vie. Ce point est important et très peu pris en compte. L'innovation qui se fait dans un secteur précis n'a pas nécessairement de conséquences dans ce même secteur. Et l'innovation du scientifique comme de celle du chef de produit peut induire une porosité sectorielle inconnue au début. Pensons par exemple aux ampoules de basse consommation dont la production dans les terres rares de Chine est elle-même plus polluante que la consommation d'ampoules dites classiques. Ces trois axes fondamentaux et cruciaux pour comprendre l'innovation responsable est importante à travers les exemples que nous allons voir. Le premier exemple, la climatisation automobile. Cette innovation des années 50, par Cadillac, déposée par Cadillac, répondait clairement à un besoin consommateur qui souhaitait conduire son véhicule de façon plus confortable en étant rafraîchi. L'impact est alors inconnu. Il n'était pas possible d'anticiper, de calculer les conséquences de cette innovation à l'époque. Aujourd'hui, nous savons qu'un véhicule utilisant la climatisation génère 15% de plus d'émissions de CO2 qu'un véhicule ne l'utilisant pas. Or, dans le même temps,
Quasiment l'ensemble des véhicules neufs qui sortent des usines tous les jours sortent avec l'équipement de série qu'est la climatisation. On note ici clairement la porosité entre les secteurs, puisque cette climatisation de masse a un impact non pas sur les utilisateurs de véhicules, mais sur l'ensemble des citoyens, et les statistiques prévoient 40% d'émissions de plus d'ici 2030, essentiellement générées par les véhicules équipés avec la climatisation. Très clairement, l'impact est ici considérable sur l'environnement, sur les modes de vie, sur l'ensemble des citoyens, sur l'ensemble du quotidien. L'innovation industrielle, telle qu'on peut le voir dans la climatisation, n'est pas forcément les seules innovations responsables. Il y a des innovations responsables aussi dans les services. Regardez par exemple la question de Facebook. Initialement, c'est quoi? C'est simplement la création par un étudiant de Harvard qui, dans sa chambre, cherchait à faire perdurer son réseau social. En 2 semaines, les 2/3 de l'école sont connectés sur le réseau. 30 universités américaines sont connectées 3 mois plus tard. Il y a clairement un besoin des individus, un besoin des étudiants qui veulent ici faire fructifier leur réseau, qui était inassouvi, qui consiste à rester connectés entre eux à travers ce réseau social. Les limites de l'innovation pour Facebook sont soulignées dès le lancement par ses détracteurs. Et la première, évidemment, le premier risque, la première critique formulée envers Facebook, c'est évidemment l'exploitation commerciale. Et bien évidemment, l'ensemble des individus qui critiquent Facebook critiquent avant tout l'exploitation possible des données privées à des fins commerciales. Mais dans le même temps, ce risque commercial, ce risque d'intrusion dans la vie privée à travers la multiplicité des questions personnelles sur les religions, les opinions politiques, les préférences sexuelles, etc., ne sont que des premiers impacts de Facebook. Peut-on anticiper complètement l'innovation? Peut-on complètement anticiper l'innovation Facebook au-delà de l'exploitation commerciale? En effet, que deviendra dans 10 ans cette gigantesque base de données, dans 15 ans aussi, dans 20 ans, sur des données qui comprennent l'ensemble de la vie privée, avec des photos, avec des données personnelles, sur près de 500 millions de personnes, 500 millions d'individus dans un seul endroit avec toutes ces données. On se souvient que la dernière base de données est aussi importante que celle-ci. Dans les heures sombres de la déportation, à quoi elles ont servi? Il y avait des registres scolaires français entièrement gérés telle une base de données qui ont servi à la déportation. À quoi ont servi les ancêtres aussi des bases de données générées par IBM, qui arrivaient avec certaines fiches perforées à favoriser des déportations à des endroits plutôt qu'à d'autres, dès lors qu'il y avait une base de données dans un seul et même endroit, alors qu'ils étaient regroupés dans un seul et même endroit. Et en cela, on peut se référer à l'ouvrage d'Edwin Black sur IBM et l'Holocauste. On ne peut donc tout prévoir, ni la climatisation, ni Facebook, y compris les opportunités. Et l'utilisation de Facebook lors de l'élection présidentielle iranienne de juin 2009 a été majeure, comme Twitter et Google Translation. Alors que les médias officiels étaient verrouillés par le pouvoir, des internautes pouvaient tout de même communiquer avec l'extérieur du pays et mettre au grand jour à la fois la répression et les malversations du suffrage. Les partisans d'ailleurs de M. Moussavi ont d'ailleurs admis s'être beaucoup servi du site communautaire durant la campagne électorale pour promouvoir leurs idées. À l'évidence, il n'y a pas à freiner l'innovation. Il n'y a pas non plus à stigmatiser l'innovation. Et Facebook, comme la climatisation, sont de riches innovations intéressantes, évidemment. Et il faut promouvoir l'innovation. Néanmoins, il faut savoir comment nous souhaitons innover. Première voie, l'innovation à tout prix. On cherche simplement à ne pas nuire par l'introduction dans la cité de notre innovation. Les Américains appellent cela le « do not harm », ne pas nuire. La deuxième voie d'innovation, qui nous permet d'approcher l'innovation responsable, est ce qu'on appelle la soft innovation, innovation douce, où l'idée est de faire le bien, do good, et qui veille à ce que l'innovation soit capable au maximum de prendre en compte l'ensemble des individus, l'ensemble des impacts qui seront touchés de près ou de loin par cette innovation qui est en cours. Le préjugé constant est que le choix d'une innovation douce ou responsable pénalise les entreprises, la compétitivité et leur performance. Or, de très nombreuses études ont montré justement qu'au contraire, la performance est accrue dès lors que l'entreprise prend en compte les aspects de la responsabilité. À titre d'exemple, les entreprises présentes dans le Dow Jones Sustainable Index, c'est-à-dire celles qui respectent les critères, notamment d'une innovation responsable, ont une performance accrue en termes de croissance et de rentabilité. Peut-on dire par exemple que Starbucks n'est pas performant, que Ben & Jerry n'est pas performant? Et pourtant, ils sont responsables dans leurs innovations. Et pas seulement ces jeunes entreprises.
Nous pourrions citer de nombreuses initiatives d'innovation responsable, que ce soit chez Unilever avec ses fournisseurs de thé, HP, ses nouvelles soudures non polluantes de microprocesseurs, FedEx et son offre d'impression à distance. Bref, de plus en plus d'entreprises cherchent à intégrer des solutions innovantes qui, dans le même temps, respectent et garantissent une forme de responsabilité. L'innovateur est l'acteur responsable du monde de demain pour l'ensemble des citoyens. Le manager en général, l'innovateur en particulier, doit admettre une responsabilité dans sa mission. Une responsabilité envers la société comme envers son entreprise. Il s'agit de tenir compte de pourquoi on innove et quels sont les impacts de cette innovation. Il faut en effet regarder l'impact de l'innovation qui doit être mis en perspective avec la résolution du problème qu'elle est censée résoudre. Autrement dit, l'innovateur doit prendre conscience qu'il met lui-même une épée de Damoclès au-dessus de sa tête de citoyen. La responsabilité du manager est multiple et complexe. Développer son entreprise en étant rentable, anticiper son environnement, connaître ses clients et les fidéliser. Aujourd'hui, il doit en même temps intégrer le principe de responsabilité. C'est Hans Jonas qui a introduit ce principe de responsabilité dans lequel il va jusqu'à se demander si l'humanité doit exister. Et si oui, le principe qu'il suggère, c'est l'adoption par l'être humain d'une nouvelle attitude, une nouvelle sollicitude envers le monde. Une nouvelle posture que l'individu manager, que l'innovateur doit prendre en compte, car c'est lui qui décide le monde de demain.